Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Sud Radio Média, 10h-10h30, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Vous avez passé un bon week-end? Oui, je pourrais vous dire aussi, comme à notre invité, Laurana et Atoruru. Alors, j'espère que j'ai pas dit une bêtise. Bon. Maréva Galanter, bonjour. Bonjour. Ça disait quoi? Une grossièreté? Non, pas du tout. L'accent n'y était pas, mais c'était charmant. C'est le principal. Ça voulait dire bonjour, comment allez-vous? Alors, comment on le fait? Comment on le dit? Eha to'oehuru. C'est ce que j'ai fait. Oui, presque. Maréva Galanter, on est ravis de vous recevoir un nouvel album, Paris-Tahiti. Et puis évidemment, vous êtes également, vous faites plein de choses. Vous chantez, vous jouez la comédie, vous avez été et toujours animatrice télé. Et puis les Sentinelles de l'Océan, consacrées aux coraux, à la préservation des coraux à Tahiti. On va parler de tout ça. Sur le replay de Choya TV. Voilà, de votre immense carrière et de cet album qui nous a beaucoup plu. Merci. Donc on avait envie de vous recevoir ce matin pour parler de tout ça. Vous la regardez la télé ou pas? Écoutez, je la regarde parce qu'elle est allumée chez moi, mais c'est vrai que ce n'est pas un réflexe pour moi d'allumer la télé. Pourquoi elle est allumée? C'est votre mari qui C'est des formations professionnelles. Je pense que c'est automatique pour lui d'allumer la télé dès qu'il rentre à la maison. C'est vrai. Donc, c'est un réflexe. En fait, vous savez quoi? Je pense qu'il est dans sa voiture d'ailleurs maintenant. Et je dois dire que je suis montée dans sa voiture la semaine dernière et je lui ai dit mais en fait c'est pas possible quoi. Il est assis à l'arrière, à droite BFM est allumé sur la télé, à gauche LCI est allumé, la radio est allumée et il a des infos sur son portable. Incroyable. Donc je me suis dit mais c'est pas possible. Éteins-moi ça. Il est intoxiqué. Il est overconnecté. Vous savez pourquoi vous êtes formidable? C'est parce que beaucoup de femmes, d'hommes célèbres refusent de parler de leur homme célèbre et vous, ça vous a jamais posé de problème et au contraire, vous discutez ça comme quelque chose de relativement normal. Écoutez, je pense que tout le monde le sait, qu'on vit ensemble et puis vous avez une petite fille ensemble. Oui, on a un enfant ensemble, mais voilà. mais ce qui est particulier, c'est qu'un homme célèbre, on lui parle pas de sa femme systématiquement, mais quand on est femme, on lui parle on parle de son homme en permanence. Discrimination. Voilà. Non mais vous avez raison là-dessus. Mais c'est vrai, on vous en parle quasiment. D'ailleurs, est-ce que s'il était là, vous lui parliez de moi? Vous lui parleriez de moi? Oui, bien sûr. J'espère bien. Moi, oui, mais d'ailleurs, on l'attend, on l'invite, Arthur, s'il nous écoute, on serait ravis de le recevoir. Je lui dirais bonjour, comment allez-vous en hébreu. Il faudrait que je m'y mette. Gilles, on passe au zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Valérie, qu'est-ce qu'il y avait dans les médias incontournables? C'était le 23e titre du Grand Chelem de Novak Djokovic, derrière 22 de Rafael Nadal, qui a gagné donc Novak Djokovic Roland-Garros devant 4 359 000 téléspectateurs sur France 2. Autant vous dire qu'il y avait beaucoup de monde pour voir ça. C'est une victoire pour l'éternité. Le plus grand, c'est lui désormais, Novak Djokovic. Seul au monde dans la légende du tennis avec 23 titres en Grand Chelem. Alors s'il y avait des stars dans les tribunes, des fois, vous y allez à Roland-Garros avec un chapeau, des belles lunettes? J'y suis, oui, je l'ai fait. Cette année, non, ça fait quelques années que j'y vais pas. Vous n'êtes pas la seule. Vendredi, pour la demi-finale, il y avait presque personne. Je ne sais pas si vous avez vu ces images dans les tribunes. Laurent Luyat a poussé un coup de gueule sur ces tribunes vides à Roland-Garros. Moi, je suis toujours un peu surpris parce que le stade n'est pas plein, parce que les gens ont acheté des billets pour ce match. Donc, ça veut dire que j'ai un billet et je viens pas voir le match. Il est même loin d'être plein. Loin d'être plein, donc parce que les spectateurs ont acheté un billet que pour ce match-là, on le rappelle. C'est vrai que c'est difficilement compréhensible. En même temps, c'est encore plus étonnant parce que je sais la difficulté que ça représente d'acheter un billet à Roland-Garros. J'ai plein d'amis qui ont voulu en acheter. Impossible de trouver un billet. Et il y en a alors qui que ces gens-là, que ces gens-là qui ne viennent pas fassent quelque chose de leur billet. Oui, quand même. C'est dommage. C'est un peu dommage. Il n'y a pas de Tahitiens qui jouent au tennis. Non, pas encore. Mais peut-être que ça arrivera. Non, mais dans les nouvelles d'ailleurs, il y a 2 Tahitiens qui sont qualifiés pour les JO l'année prochaine. Ah, il y a qui? On va les évidemment, grande fierté. Kaoli Vast, qui est un jeune espoir tahitien formidable. Et la jeune fille, j'ai oublié son nom. Mais au moins, il y a 2 Tahitiens qui seront sur cette vague mythique de Chaopo en 2024. Valérie. Oui. Ils sont là, on nous dit rien. Les ovnis, les extraterrestres sont parmi nous. Mais attention,
cette fois-ci, c'est un officier du renseignement du gouvernement américain qui nous le dit, David Brush. Il était à la télévision américaine et son interview fait beaucoup de bruit. De hauts gradés m'ont dit et m'ont montré des documents, des preuves qu'il y a un programme secret dont même mon service de renseignement n'était pas au courant. Ils ont récupéré des véhicules d'origine non humaine. Vous pouvez les appeler vaisseaux spatiaux si vous voulez. Des véhicules non humains qui ont atterri ou se sont crashés ici. Nous avons des vaisseaux spatiaux d'une autre espèce ? Oui, exactement. Combien ? Un nombre certain. Vous plaisantez ? Non. Vous y croyez ? C'est un peu dur. Oui, c'est un peu dur de croire à ça. Ouais, c'est un peu dur. Ouais. Oui, je trouve qu'on lui donne beaucoup d'importance. Enfin, pourquoi pas, mais Et puis, je ne sais pas si vous avez remarqué, les photos d'OVNI, elles sont toujours floues. Ouais. Alors qu'on arrive à avoir des images nettes de la Lune, mais des images des OVNI sont floues, toujours avec 2 bras. D'ailleurs, pourquoi 2 bras ? Pourquoi ? Bon, on verra, écoutez, nous ne sommes peut-être pas seuls. Et vendredi, dans Quotidien, Arthur était donc venu présenter son nouveau jeu The Wheel. Mais évidemment, Yann Barthès lui a parlé de sa remise de la Légion d'honneur par Nicolas Sarkozy. Et il était vraiment très heureux de cet honneur. Elle est où la Légion d'honneur ? J'étais en costume crack, je me suis changé. C'est une médaille. Je pensais vraiment que ça allait arriver. Ah non. La médaille a été remise par Nicolas Sarkozy. Oui, tout à fait. C'est très émouvant. Et quel type d'émotion ? Une émotion d'un gars qui est arrivé en France sans rien, qui a grandi dans une famille modeste, qui avait ni argent, ni piston, ni copain, qui s'est démerdé tout seul et qui a réalisé le rêve français, non pas le rêve américain. Et voilà, et je me dis, quand je voyais tous ces gens en face de moi, à la fois mes amis de l'école et puis les personnalités qui étaient dans la salle, je me suis dit, je me suis pas mal démerdé dans la vie. Il était ému, hein ? Oui, il y a de quoi, il y a de quoi, même sa famille, c'est beau, c'est un beau parcours, c'est un autodidacte, quelqu'un qui s'est fait tout seul, et c'est vrai que d'arriver aujourd'hui et d'être décoré et de recevoir ces honneurs de la France, évidemment, c'est émouvant. C'est dur de voir les critiques parfois qu'on lit sur Internet ou les réseaux sociaux, parce que c'est très violent quand même ce qui est mis. Mais il faut pas, en fait, moi je les lis pas, honnêtement, mais ce qui est violent, ce qui est triste, c'est que ça fasse du mal aux familles, en fait, et ça c'est ce qui me rend triste quand je lis des choses. Quand ma mère lit des choses et qu'elle m'appelle en disant non, mais quand même, ça lui fait de la peine en fait. Sûr. Donc moi, ce qui me fait de la peine, c'est que ça fasse de la peine à nos familles. Et c'est vrai que les gens oublient parfois ce paramètre. Et vous êtes, vous, très accro aux réseaux sociaux, à votre téléphone ? Beaucoup moins que d'autres, mais il y a des réseaux sur lesquels je ne vais pas en fait, et ça sert à rien. Et puis bon, c'est bien connu quand même que ceux qui critiquent sont ceux qui font moins que vous ou qui ne font pas du tout. Donc ça n'a pas vraiment de valeur. Et par rapport à la télévision et votre fille, vous avez une politique particulière ? Est-ce qu'elle a le droit de la regarder ? Est-ce qu'elle Ma fille adore la télé. C'est la fille de son père. Ma fille adore la télé. À tout ce qui est réseaux sociaux, évidemment, elle n'y a pas accès. Elle est encore petite. Elle va avoir 8 ans. Mais donc, la télé, elle a le droit de regarder. La télé, oui, les émissions de divertissement, je pense que sont super bien faites pour les enfants. C'est fédérateur, c'est familial. Oui, non, ça pour les enfants, je trouve ça super. Vous l'avez appris le tahitien ou pas ? Oui, elle apprend surtout avec ma famille quand elle va à Tahiti, quand elle voit ma mère, ma grand-mère, évidemment, elle apprend des phrases et des mots en tahitien. Sinon, à Paris, c'est un peu compliqué. Valérie parlait justement de votre intérêt sur la protection de la nature et ce documentaire qu'il faut absolument regarder, qui est vraiment très bien sur Ushuaïa. Eh bien, la planète continue à se mobiliser. Vous savez qu'en ce moment, il y a des incendies horribles qui ravagent le Canada. Les pompiers sud-africains, toutes les nations arrivent pour aider les pompiers canadiens. Cette semaine, c'est les pompiers sud-africains qui sont arrivés à l'aéroport. Et ben, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont improvisé un chant dont ils ont le secret. Moi, j'ai trouvé qu'il y a... Oui, c'est super fort et c'était une offrande qu'ils faisaient à leur arrivée au peuple canadien. Je trouve ça très beau, ces manifestations culturelles et c'est imposer comme ça sa culture. Je trouve c'est assez fort, je trouve ça émouvant et surtout dans des moments de drame et des moments de difficulté. Bon, on va vous retrouver, vous, avec un album magnifique, Paris-Tahiti, qui a vraiment, comme son nom l'indique, des sonorités tahitiennes. On voyage effectivement avec vous. Et vous nous parlerez de votre complicité avec Elena Nogueira, qui a écrit cet album que moi j'ai adoré. Merci. On se retrouve dans un instant avec vous.
L'invité du jour. Voilà, Maréva Galanter, notre invitée. On sent beaucoup de tendresse dans votre regard. Ah oui, on voyage. On voyage. Donc c'est une chanson qui est dédiée à votre fille. Alors cette chanson, c'est une reprise d'une chanson en tahitien. Ouais. Non, elle n'est pas dédiée à ma fille. C'est vrai que je dis Manava dedans, mais Manava c'est assez commun. Ça veut dire bienvenue en polynésien. Mais l'introduction de mon album, je l'ai appelée Manava. Manava parce que les chœurs traditionnels tahitiens disent: dis-nous qui tu es, Maréva, raconte-nous qui es-tu. Et en introduction, Manava veut dire bienvenue. Et puis c'était un petit clin d'œil, un petit clin d'œil à ma fille. Oui, donc là, vous avez donc cet album qui est franchement à la fois moderne, c'est pop, et il y a ces arrangements tahitiens qui donnent quelque chose d'assez original. C'est vraiment une rencontre de deux cultures, et des deux cultures qui sont les miennes aujourd'hui. Ma culture, mon enfance en Polynésie. Donc on est allé enregistrer tout ce qui est son, percussion traditionnelle et chœur traditionnel polynésien là-bas. Et tout ce qui est, parce que c'est un album de chansons françaises à texte qui ont été écrits par Elena Noguera, qui était ma complice sur Les Parisiennes. Et toute cette pop française qu'a écrit Philippe Evenot. Donc voilà, c'est une rencontre entre la Parisienne que je suis devenue, parce que ça va faire 25 ans que j'habite à Paris, et la Polynésienne que je n'ai cessé d'être. Donc vraiment, ces deux cultures, c'est mon identité aujourd'hui. Est-ce que je l'affirme parce que j'ai l'âge que j'ai et que j'ai fait un peu le tour, et que de toute façon mon enfance fera partie de ma vie, et c'est omniprésent. Et c'était vraiment aussi un bonheur pour moi de faire découvrir en fait cette culture du bout du monde. Alors la Polynésie, c'est la France, on ne connaît pas vraiment sa culture, sa musique, et d'importer en fait ces sons traditionnels, les faire se rencontrer avec cette pop française. Voilà, je suis vraiment très contente. Elena, c'est Elena Noguera. Vous avez évoqué Les Parisiennes pour nos auditeurs. C'est un groupe, un quatuor qui avait été relancé, parce que Les Parisiennes existaient dans les années 60 par Laurent Ruquier. Moi, j'avais vu le spectacle qui était formidable. Vous étiez avec Elena Noguera, avec Ariel Dombal et Ina Moja. Exactement. Et c'est vrai que c'était très sympa. Et cette amitié perdure entre vous avec Elena Noguera. Et pendant, en fait, cet album est né pendant la tournée des Parisiennes, parce qu'Elena m'a fait lui raconter mon enfance, qui était très imagée pour elle, et qui était une genre de vie idéale en fait. Elle me dit: mais raconte-moi ta grand-mère, mais vraiment, est-ce que ça se passe comme ça? Est-ce que les images qu'on a en tête, c'est la vraie vie? Et donc elle a fait un travail journalistique en me faisant faire des interviews, en venant chez moi, en prenant des rendez-vous, en ayant son cahier. Elena est vraiment une grosse travailleuse, une grosse bosseuse, et elle en a écrit ces chansons qui sont absolument fidèles à ce que je lui ai raconté. Et cet album est assez autobiographique en quelque sorte. Et justement, quand une Polynésienne arrive à Paris, qu'est-ce qui la surprend ou la choque en premier? Quel a été votre premier choc ou surprise en disant: ah oui, c'est... Je crois que le climat, c'est pour une Polynésienne, le climat, c'est très très dur. D'arriver en hiver, c'est un choc. Honnêtement, ça paraît anecdotique, mais c'est vraiment un choc. Et puis tout. Moi, je suis arrivée, j'avais 18 ans, dans un milieu quand même très particulier. Je venais d'être élue Miss France, donc j'étais dans un extrêmement entourée, dans un tourbillon de fous, entre garde du corps, attachée de presse, maquilleuse, coiffeuse. Enfin, je veux dire toute cette délégation qui vous entoure. Et j'étais profondément seule, parce que je n'avais pas de famille, parce que je venais d'arriver, j'avais 18 ans, je ne savais pas ce que je voulais faire de ma vie. Et ce moment a été assez délicat. Donc une Polynésienne qui arrive à Paris, en plus avec ce contexte, c'est un peu compliqué. Et repartir, vous ne l'avez pas envisagé après? Écoutez, j'ai fait tellement de choses, j'ai eu tellement d'opportunités de travailler dans les médias, à la télévision notamment. J'ai commencé tout de suite, Paris Première, TF1, M6, tellement de chaînes. J'ai fait ça pendant 20 ans non-stop. Sans rien apprendre? Sans rien apprendre, c'est-à-dire que vous n'avez pas appris, vous travaillez à l'instant. Voilà. Jusqu'à aujourd'hui. Après, au bout de 20 ans, on apprend quand même. Et puis même avec les premiers tournages, on apprend tout de suite. Mais oui, c'est quand même assez exceptionnel comme parcours et comme opportunité d'arriver du bout du monde et de faire autant de choses comme ça. Vous auriez fait quoi si vous n'y aviez pas été Miss? Honnêtement, aucune idée.
je pense que je serais encore à Tahiti, je serais jamais partie parce que c'était pas un désir en fait. C'était pas un désir de partir, d'être. En tout cas, je n'aurais jamais imaginé le parcours que j'ai eu jusqu'à aujourd'hui. Mais si je n'avais pas fait ça, de plein de choses. Mais oui. Et plein de rencontres et la télévision vous manque ou pas? Vous aimeriez refaire une émission? Écoutez, faire quoi justement si on vous proposait quelque chose? Il y a un j'ai adoré les 2 derniers documentaires que j'ai fait, les 2 fois 52 minutes sur Ushuaïa de l'océan. TV d'abord, qui ont été diffusés ensuite sur TF1, parce que c'était un engagement de ma part, c'était une volonté de mettre en avant tous ces sentinelles qui œuvrent au quotidien pour la préservation de l'environnement, pour les coraux évidemment, coraux qui disparaissent, évidemment, qui c'est quand même quelque chose de très très important. C'est le cœur de l'océan. Sans coraux. Évidemment, les coraux en bonne santé développent une colonie sous-marine qui n'existe pas sinon. Les crabes, les algues, c'est tout un écosystème, les poissons, sachant que les coraux protègent le littoral évidemment des tsunamis, des tempêtes ou autres. Et l'océan produit, on ne le sait pas forcément, 50% de l'oxygène qu'on respire. Donc ça paraît loin, inaccessible, mais c'est primordial, c'est vital en fait. Vous avez fait un travail journalistique en fait, un travail de reportage. Oui, qui était un peu plus facile pour moi parce que je les connaissais, toutes ces associations et toutes ces organisations qui œuvrent pour la protection de l'environnement, ne serait-ce que le recensement des baleines aussi qui est important, la protection des tortues, les espèces endémiques en voie de disparition pour certaines fleurs. Enfin, c'est vrai que j'ai abordé plusieurs sujets différents, mais c'était ma pierre à l'édifice et c'est vrai que ce format, je peux le dupliquer, la terre, la mer, enfin il y a plein de choses à. Et il y a plein d'acteurs à mettre en avant au quotidien parce qu'ils œuvrent tous les jours en fait. Ils sont soit dans l'eau à planter du corail tous les jours, soit en haut des montagnes à étudier les espèces qui disparaissent. Et si moi je peux les mettre un petit peu en lumière et leur donner la parole, j'en suis ravie. Je vous propose d'écouter Mamita, un petit extrait. Oui. Chante Mamita, chante. Sur le ukulélé bouge, chante Mamita, chante Regina, des jolies mains. Mamita, c'est mon arrière-grand-mère du côté polynésien. Et Mamita, ce que je raconte dans cette chanson, c'est qui elle était en fait. Effectivement, elle buvait son petit whisky en fin d'après-midi, elle fumait ses Dunhill rouges, elle mangeait des mentos, elle jouait du ukulélé et elle chantait. Et c'est le souvenir intact que j'ai de mon arrière-grand-mère. J'allais la voir en sortant de l'école. Et c'est très imagé, c'est très onirique. Mais oui, elle était sur ce rocking chair, sous un perron de jasmin. Et j'ai raconté, je raconte à travers cette chanson ces images de cette arrière-grand-mère qui peuvent paraître comme un rêve, mais c'est la réalité. Alors, Michael dit, j'ai écouté votre album hier soir, bravo. Thomas dit, vous êtes très belle. Et puis un autre demande si vous aimeriez adapter votre vie en téléfilm, en fiction. Ah, c'est une bonne idée. Écoutez, j'y ai jamais pensé honnêtement, donc merci pour cette idée. Il va falloir que je me mette à l'écriture parce qu'il y a un sacré paquet de choses que vous ne connaissez pas d'ailleurs. J'ai beau, je vous le dirai pas aujourd'hui, mais j'ai beau être omniprésente dans les médias, c'est vrai que ou la télé ou des documentaires ou un album, mais au fond, on connaît pas vraiment la vie de la personne. Non, on connaît pas vraiment votre. Et il y aurait des choses à dire, vraisemblablement. Évidemment. Et elle est heureuse de cette vie? J'ai beaucoup de chance. Vous croyez qu'elle va vous répondre non? Non, en disant, regardez les destins qu'on a pu avoir ici dans l'émission. Vous savez comment elle est, c'est incroyable. Non, mais on voit qu'elle est heureuse, sereine. On écoute encore un extrait, moi j'adore cet album. Vous avez sélectionné quoi, Gilles? On peut écouter Coco en feu. Les cocotiers en feu. Vous voyez, je le dis de tête. Ma vie laissée. Les cocotiers en feu. Est-ce que vous allez faire de la scène?
Oui, le 23 novembre, je serai à l'Alhambra à Paris. Déjà pour une première date et puis pour peut-être envisager une tournée après. Super. Mais je vais présenter sur scène effectivement cette évocation au voyage parce que c'est une rencontre entre Paris et Tahiti. Cet album a été enregistré et à Tahiti et à Paris. Donc je pense que, visuellement, scéniquement, je voudrais proposer voilà ce que j'ai fait de cette rencontre entre des musiciens polynésiens, des musiciens métropolitains et voilà ce qu'a donné cette rencontre. Est-ce que les radios vont vous passer? Ah bah écoutez, on lance un appel, ça c'est difficile, c'est autre chose. On avait Philippe Laville la semaine dernière qui disait que c'était très compliqué. Bon, alors, moi je suis un peu déçu parce que vous n'êtes pas une vraie tahitienne, vous n'avez pas de tatouage apparent. Alors est-ce que vous avez des tatouages? La culture polynésienne, mais mes parents y étaient très fortement opposée quand j'étais adolescente et que j'étais dans ma phase je veux des tatouages comme tout le monde et je regrette pas de pas en avoir sur tout le corps. Mais est-ce que vous en avez un? Oui, j'en ai un sur le pied. Donc, voilà. Ah mais vous voulez connaître des petits secrets, vous êtes comme ça. Oui, en plus on aurait pu le voir à Star à nu d'ailleurs. Oui, mais bon, il aurait fallu vous zoomer sur mon pied, ça aurait été. C'était pas vraiment le sujet. C'était sur le cancer, absolument. Qui était une super émission du cancer. Par contre, Arthur, lui, il n'a pas voulu se mettre tout nu. Non, il peut pas tout faire. Il peut pas produire l'émission. Il peut pas. Non, se mettre. Mareva Galanter, merci d'avoir été avec nous. Ce nouvel album Paris Tahiti, je vous conseille de l'acheter, ça fait voyager, de le télécharger. Ça fait du bien, nous dit Stéphane, dans ce climat et dans cette société hyper violente. Merci à vous. On a été ravis de vous recevoir. Dans un instant, c'est Jean-Jacques Bourdin. Très bonne journée sur Sud Radio.